Bonjour à tous. Donc c'est vrai que je suis aujourd'hui là pour parler de mon expérience du télétravail, du voyage. Alors du coup c'est la seule que je connais vraiment, mais elle est un peu particulière. Aujourd'hui les gens qui télétravaillent, il n'y en a pas plein, surtout en France, c'est pas forcément une pratique qui est très démocratisée. Celles qui le font en voyageant, il y en a encore moins forcément. Et moi, aujourd'hui, j'ai encore pas eu l'occasion de rencontrer qui le font en plus en famille. Donc, moi, je fais ces trois à la fois, donc ça permet d'avoir une vision un peu différente de ce que vous avez pu entendre ailleurs sur ce genre de choses. Donc, pour info, toutes les images que vous allez voir, c'est des images des voyages. Ça permet de ne pas avoir de problème de droit. Et donc, du coup, j'espère qu'elles vous plairont. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Stéphane Hullard, je suis consultant indépendant. Les projets sur lesquels j'interviens, c'est principalement, c'est souvent, autour de problématiques de gestion de données. C'est un peu ma spécialité en fait d'interpréter, de manipuler toutes ces données pour aider mes clients en fait à les exploiter correctement. Après, j'aime aussi beaucoup travailler sur des projets legacy et ça m'arrive du coup d'accompagner des équipes pour reprendre un peu en main leurs projets, importer les bonnes pratiques, restructurer le code. C'est des choses que j'aime faire. À côté de ça, je suis aussi formateur. Et je suis référencé en tant qu'organisme de formation. Donc, je forme principalement à tout ce qui est pratique, alors bonne pratique si on veut, autour de ce qui est de l'intégration continue, le déploiement continu, les tests. Et à côté de ça, donc, vu que je suis indépendant, je m'accorde beaucoup de temps en fait pour travailler sur l'open source. Alors, ça dépend des moments, mais j'essaye de m'y attacher. Et du coup, j'y consacre à peu près 20% en fait, de mon temps de travail. Ça me permet vraiment d'élargir ma vision du métier, de bénéficier de l'expertise et du soutien de la communauté et d'échanger du coup avec énormément de personnes différentes, ce qui est vraiment un atout précieux parce que dans mon travail, ça me permet d'avoir plein de nouvelles idées en fait. Voilà. Aujourd'hui, donc je télétravaille à peu près à 99% de mon temps. Alors, je télétravaille, ça ne veut pas dire que je suis à l'étranger 99% de mon temps, mais en tout cas, je travaille de chez moi tout le temps. Donc ça me donne forcément la possibilité de voyager parce que vu que j'ai réussi à me détacher de mes clients, je peux ne pas être là, en fait ça leur pose pas trop de problèmes. Depuis septembre 2015, j'ai passé la moitié du temps à l'étranger. J'ai été en Espagne, en Italie, en Croatie, en Irlande, au Maroc, et donc on a vu des paysages plutôt sympas. Je vis cette aventure avec ma femme et mes 3 enfants qui ont 10, 7 et 3 ans, et donc bien sûr ma femme elle n'est pas étrangère en fait à tout ça. C'est même un peu elle en fait qui voulait faire un tour du monde en sac à dos à la base. Moi, cette idée-là, c'était quelque chose qui m'effrayait complètement. Enfin, c'était pas du tout que je m'y voyais pas. Donc, en fait, on a essayé de trouver un peu un compromis pour pas qu'elle parte toute seule. Et donc, voilà, on s'est finalement mis d'accord pour le faire tous ensemble, d'une façon un petit peu plus posée pour que moi je m'y retrouve. Donc ça m'a quand même fait complètement sortir de ma zone de confort. Elle, ça lui a permis d'assouvir son envie de voyage, et moi, ça m'a donné envie de voyager plus. Donc voilà, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette décision, même si ça m'a fait quand même bien peur au départ. Et donc typiquement, pour le premier voyage, en fait, quand on est parti en Espagne, on est parti en voiture. On est préparé et tout, j'avais une grosse pression, un peu comme ce matin, avant d'arriver et de monter sur scène. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas le faire, ça va jamais marcher. Et puis du coup, je me suis assis, j'ai tourné le contact. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, ce poids-là, il a complètement disparu, quoi. Je me suis dit, mais je sais même pas pourquoi j'avais ces craintes. En fait, ça a fonctionné parce que j'avais travaillé en fait depuis longtemps pour que ça puisse fonctionner. Et ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, quoi. Ça m'a fait pousser des ailes. Aujourd'hui, c'est un peu moi qui est moteur aussi de mise en place de pratiques pour pouvoir me détacher de plus en plus et travailler de façon de plus en plus confortable à distance. Donc en plus de ça, je me suis aménagé un super bureau. C'est le plus cool du monde, hein. Il est chez moi. J'ai un grand bureau de 40 mètres carrés avec une petite vue sur les montagnes parce que forcément, j'habite à la campagne, hein. Ça me permet d'avoir un cadre un peu différent, je ne suis pas obligé de venir au bureau. Et grâce à mon statut, aujourd'hui je suis consultant indépendant, je suis indépendant en fait dans tous les sens du terme. Donc il y a des contraintes, hein, bien sûr, vu que je suis à mon compte, je suis une entreprise, donc je dois rendre des comptes, je dois facturer, je dois fonctionner, quoi. Mais à côté de ça, ça me donne une liberté d'action en fait, que je laisserai vraiment pour rien au monde. Donc ce travail, il fait complètement partie de notre vie.
Aujourd'hui, on n'a pas deux mondes séparés, comme il y en a qui s'attachent à essayer de faire. On n'essaye pas de se dire « Ok, je bosse de 9h à 17h, et à 17h, c'est bon, c'est fini, t'éteins ton ordi, et tu viens voir les enfants. » Parce que si je fais ça, en fait, ça ne marche pas. À 20h, je suis toujours devant mon ordi, parce que vu que je suis chez moi, il n'y a rien qui va me dire « Bon, ça y est, c'est fini. » Donc du coup, si je suis dans un truc, j'ai du mal à en sortir. Donc on a vraiment essayé en fait, de mêler ces deux mondes pour du coup trouver un équilibre. Et c'est vraiment la meilleure approche qu'on a trouvée pour concilier et s'y retrouver nous aussi dans ce qu'on peut faire dans notre quotidien. Donc parfois, moi j'organise mon planning en fait, autour d'événements personnels. Typiquement, ma fille, elle va faire un cours de piscine à 16h. J'ai envie de l'emmener, du coup, je m'arrange pour pouvoir être disponible à ce moment-là. Et puis ce jour-là, je vais finir à 19h30 ou 20h parce que j'aurai passé 2 heures avec elle à la piscine. Et parfois, on fait dans l'autre sens. On adapte le perso autour de mes contraintes pro. Alors, contrainte, typiquement, si on prend le PHP Tour de Nantes, qui a eu lieu au mois de mai, en fait, on a été tous ensemble à Nantes. On avait loué un appartement, on était tous les 5. Et puis, on en a profité pour rester le week-end et aller visiter la ville de Guérande, les Marais Salants, qu'on ne connaissait pas du tout, et c'était super sympa. Et du coup, en fait, avant de faire du télétravail, mes enfants, je ne les voyais pas trop, parce que vu que j'habitais un peu à la campagne, je travaillais sur Lyon, je prenais le train, donc en gros, je rentrais, il était à peu près 20h. Moi, j'étais fatigué de ma journée. À ce moment-là, eux, ils étaient fatigués de leur journée aussi. Et donc, c'était difficile, en fait, de partager des bons moments, parce que personne n'était prêt, à cette heure-là, à se dire « Oui, on a envie d'en profiter ». Non, tout le monde avait envie d'être tranquille et de ne pas se prendre la tête. Et aujourd'hui, ça m'a permis vraiment de redécouvrir mes enfants. Et je pense que eux aussi, ils m'ont un peu redécouvert. Et je profite vraiment d'autres moments qu'ils ont vraiment envie de partager avec moi. Et ça, c'est vrai que c'est la plus belle chose aujourd'hui. Si je dois juste garder une seule chose de toute cette expérience, c'est ça que cette nouvelle façon de travailler et de vivre m'a apporté, Alors les enfants, justement, donc je tiens à dire que ce n'est pas du tout illégal de ne pas mettre ses enfants à l'école. C'est l'instruction qui est obligatoire, donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont des enfants dans la salle, mais l'instruction obligatoire, mais pas la scolarisation. Et donc on a fait le choix, avant de démarrer le premier voyage, en fait, de les déscolariser, parce que du coup on partait pendant 2 mois et demi en Espagne, et du coup pour plus de liberté, pour ne pas avoir la contrainte de devoir rendre des comptes, faire des devoirs, contacter un instit, voilà, on les a déscolarisés pour cette liberté. En voyageant, en gros, ils apprennent l'école de la vie, et lorsqu'on est en France, du coup ils travaillent à leur rythme sur les matières les plus scolaires. En général, ils sont motivés, parce qu'ils voient un peu l'intérêt, et puis ils ont aussi envie de jouer, donc du coup, ils essayent de passer du temps à faire les trucs qui les saoulent un peu. Ils essaient de passer, le moins de temps à faire les trucs qui les saoulent un petit peu. Et donc en fait, ils apprennent beaucoup plus vite. En gros, ils y passent à peu près 2 heures par jour. Voilà, par rapport à des enfants qui vont à l'école, c'est très différent. Après, à côté de ça, l'apprentissage, il est vraiment dans les deux sens. Parce que du coup, on est presque tout le temps ensemble, donc on échange beaucoup. Et moi, j'ai aussi énormément appris grâce à eux. Depuis que je voyage, donc je continue de travailler avec mes clients, avec ces mêmes clients que j'avais avant de faire du télétravail et que j'ai en fait depuis que je me suis mis à mon compte. Donc je travaille avec un petit groupe de clients depuis à peu près 2011. Donc j'en ai des nouveaux qui viennent quand même, mais c'est vraiment un lot de clients assez fidèles avec qui je travaille. Ils ont dû s'adapter en fait autant que moi à ce nouveau mode de fonctionnement. Donc bien sûr, je ne suis pas passé 100% sur place à 100% en télétravail. Je ne leur ai pas dit, dans un mois, je pars. On fonctionne de façon complètement où je dois être présent tout le temps, et puis après, vous vous débrouillez, on va s'adapter. Non, c'est pas comme ça que c'est passé. En fait, j'ai instauré le télétravail petit à petit avec eux. Du coup, en fait, même depuis que j'ai ouvert ma société en 2011, j'y travaille, en fait. Moi, j'avais envie de ne pas faire les trajets pour venir à Lyon tous les jours. Donc, rien que ça, ça m'a permis de mettre en place des outils, des pratiques qui, du coup, ont permis de se détacher de plus en plus pour pouvoir faire du télétravail presque 100% aujourd'hui. Donc il aura fallu presque 4 ans pour pouvoir installer tout ça, donc c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place d'un claquement de doigts, parce que du coup, il faut réussir à installer une confiance avec ses clients, il faut qu'ils aient confiance que quand on n'est pas là et qu'ils ne voient pas travailler, on va quand même faire quelque chose. Même si on est sur la plage en train de bosser, on est quand même en train de bosser. Et donc après, malgré tout ça, une fois que les peurs de tout le monde elles étaient envolées, voilà, tout le monde est content que le résultat avance. Donc là, c'est vraiment important par contre de noter que si vous en avez marre de votre quotidien,
et que vous voulez prendre 1 an pour voyager, il faut le faire. Il ne faut pas se dire oui, c'est le moment quand j'en ai marre de changer de vie, d'essayer de trouver une nouvelle façon de travailler. Parce que si vous en avez marre, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit pour prendre les bonnes décisions, forcément. Vous n'allez pas faire les choix qui vont vous amener dans un cadre serein qui va pouvoir durer. Vous allez faire les choix qui vont vous amener à changer radicalement de point de vue, et potentiellement, une fois que vous aurez évacué tout ce ras-le-bol, en fait, bah, du coup, ces choix, ils vont peut-être plus être aussi valables qu'avant. Donc, quand on télétravaille en voyageant, c'est surtout le cadre de vie en fait qui change plutôt que l'emploi du temps. J'ai toujours mes clients qui me demandent de rendre des comptes, et c'est pas parce que je suis pas là que j'ai un délai ou une liberté supplémentaire au niveau de ce que je dois rendre, quoi. Comme si j'ai un projet à livrer, je dois le livrer dans les temps, quoi. Ça change pas. Et en plus, du coup, l'emploi du temps il est plus compliqué à gérer parce qu'à distance, elle n'aide pas toujours à avoir les idées claires. Et donc, du coup, j'ai aussi appris grâce à ça en fait à mieux communiquer, à mieux rédiger et à savoir utiliser le téléphone quand il faut, parce que bon, c'est vrai qu'avant j'étais un petit peu frileux à utiliser mon téléphone. Du coup, maintenant, je me dis qu'il vaut mieux que je passe 5 minutes à bien éclaircir les choses pour que ça fonctionne bien dans la suite. Donc, ça m'a permis de travailler beaucoup plus efficacement qu'avant. Quand on fait un choix aujourd'hui, on a souvent l'impression qu'il est complètement irrévocable, quoi. Si on va dans une direction, que c'est foutu après, qu'on n'aura plus la possibilité de revenir en arrière. Pourtant, si on prend un peu le temps de se préparer à ça, en fait, on peut revenir en arrière. On peut aussi faire le choix de changer de cap, quoi, si jamais on en sent le besoin. En gros, on se demande régulièrement, est-ce que ce mode de vie me convient? Là, en 2 ans, on a fait le choix de partir, de voyager, mais pour autant, on a adapté plein de petites choses en fait, dans ce quotidien pour que ce soit le plus vivable possible. Et donc, quand en septembre 2015, on est parti pendant 2 mois et demi en Espagne, du coup, on a décidé de déscolariser les enfants, mais on savait très bien que si jamais ça se passait mal et qu'au bout des 2 mois et demi, on rentrait en France et qu'on arrêtait ces histoires de voyage, on pourrait les rescolariser sans problème. On s'est laissé la possibilité en fait, de revenir comme avant. On avait aussi gardé la maison pour avoir un logement au retour, quoi. On n'est pas parti en mode on vend tout, on part en voyage comme des dingues avec un sac à dos, parce que du coup, on ne se jette pas dans le vide sans parachute, quoi. La connexion. Alors ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que forcément, je travaille sur le web, et la connexion en voyage, elle est vraiment aléatoire. On a toujours eu des surprises, en fait. Il n'y a jamais un endroit où on est arrivé où ça fonctionnait comme on attendait. Et parfois, on s'attendait à ne pas en avoir une super parce qu'on était dans un endroit bien paumé et en fait, on avait une connexion de dingue. Et parfois, en pleine ville, du coup, c'était hyper pourri. Donc, faut être préparé à ça. Il faut connaître, du coup, ces outils pour pouvoir s'adapter, en fait, à ces petites contraintes. Donc, par exemple, comment je fais pour réduire le débit qu'utilise mon ordi dans le quotidien, quoi. Si jamais il consomme toute la data que j'ai juste pour mon flux Twitter, c'est peut-être pas très sympa pour pouvoir livrer mon projet client avant la fin de la journée. Donc, du coup, j'ai appris que je pouvais couper Twitter. J'ai aussi appris que je pouvais ne pas télécharger les images de mes mails. En fait, j'ai appris à mieux configurer mon ordi pour créer une sorte de mode avion ou de mode un peu connexion light pour optimiser un peu ça. Parce que quand on était dans les Dolomites, du coup, c'est la photo que vous avez eue tout au début de la présentation, en fait, il n'y avait pas de Wi-Fi dans l'appartement quand on est arrivé. Et c'était forcément un problème parce qu'on allait y passer 2 semaines. Moi, j'avais prévu de travailler là-bas. Et c'était pas marqué qu'il n'y avait pas de Wi-Fi, c'était bien compris dedans. C'est juste que la propriétaire, en fait, elle avait un problème avec son opérateur. Et du coup, pendant les 2 semaines, on était sur place, il n'y avait pas de Wi-Fi. Donc elle m'a dit, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'acheter des cartes 4G et puis de les utiliser pour faire votre boulot. Sauf qu'une carte 4G de 4 gigas, ça ne m'amène pas loin, en fait, si je fonctionne normalement du coup, dans mon quotidien. Donc, le fait de savoir mieux configurer mon ordi, ça m'a permis de bosser pendant 2 semaines sur à peu près, je crois que j'ai utilisé 2 cartes, et ça m'a un peu sauvé mon portefeuille. C'est pareil pour les prises de courant. Quand on est arrivé en Irlande, j'avais oublié les adaptateurs. Donc, forcément, quand on est dans un pays anglophone, quand on est côté Royaume-Uni, les prises, c'est pas les mêmes. Et donc, je ne pouvais pas recharger mon ordi, pas recharger mon téléphone, je ne pouvais rien recharger. Donc, on a été obligé de commander en urgence sur Amazon en Irlande pour pouvoir avoir un adaptateur et travailler, en fait, tout simplement. On a appris aussi que les prises, si on les bricole un peu, ça peut marcher, quoi. Après, ça tord un petit peu les fiches, ça ne peut pas se faire avec tout, mais c'est possible. Donc, si vraiment il y a besoin, on peut forcer un peu, ça passe.
Et donc, en gros, le bilan des 2 ans, c'est que quand la connectivité elle est vraiment limitée, je me suis rendu compte que j'étais quand même vraiment plus productif, quoi. Parce que simplement, je ne peux pas me permettre de me disperser. Et ça, c'est vrai que c'est un gros avantage. En gros, quand on est en voyage, je suis beaucoup plus productif que quand je suis à la maison. Donc la course au web, par contre, c'est vrai que c'est jamais simple, hein. Il y a toujours des contraintes à prendre en compte. Et du coup, c'est vrai que j'ai appris un petit peu à trouver des solutions que j'ai toujours avec moi pour éviter les problèmes. Typiquement, j'ai toujours un téléphone débloqué sur moi. Parce que si je suis en Italie et que j'achète une carte 4G, si je n'ai pas de téléphone débloqué, elle ne me sert pas à grand-chose. Donc si je suis obligé d'acheter un téléphone sur place en plus, Donc voilà, j'ai toujours un téléphone débloqué sur moi. Je sais aussi acheter une carte SIM en plusieurs langues. Donc, ça permet de pratiquer un petit peu les langues étrangères. Et c'est vrai qu'après, on a aussi appris à poser plus de questions en amont aux propriétaires des logements pour cerner un petit peu le contexte dans lequel on va arriver. On a toujours des surprises, mais on est simplement mieux préparé. Donc à côté de ça, comment réussir à faire fonctionner mon entreprise tout en ayant ce mode de vie un peu différent? Quand on sort entièrement du coup de sa zone de confort, il y a forcément des nouvelles contraintes qui émergent et des problèmes qui viennent polluer un petit peu le quotidien, comme on vient de voir avec ces histoires de connexion. Du coup, faut apprendre un peu à s'adapter et j'essaie de me remettre en fait en question le plus souvent possible pour assurer une bonne fluidité dans mon quotidien et dans mon travail. Typiquement, l'agilité, j'ai été certifié Scrum Master en 2011 et c'est vrai que moi, c'était quelque chose dans lequel je croyais vraiment, l'agilité. Alors, je ne dis pas que j'y crois plus maintenant, j'y crois un peu différemment. Et donc après, c'est vrai que j'ai eu pas mal de désillusions en agence, je travaillais en agence avant, j'ai appris qu'en fait ça ne marchait pas pour tout le monde, qu'il fallait quand même que les gens ils aient un peu envie, que ce n'était pas un truc magique. Et donc j'ai un peu remis en question les grands piliers de ces pratiques-là et trouvé une façon en fait de continuer à pouvoir les appliquer dans mon quotidien. Donc typiquement, je garde l'idée du sprint avec des livraisons très régulières pour que mes clients ils puissent voir en fait l'avancement de mon boulot. Je déploie aussi toujours sur plusieurs environnements pour que les différents profils qui vont interagir avec moi, ils puissent voir quelque chose qui leur correspond, Si je donne accès à mon client final qui n'est pas du tout technique à ma plateforme de dev et qu'elle explose à chaque fois qu'il va dessus parce que oui, elle est en mode dev, donc potentiellement c'est pas stable, il a du mal à le comprendre. Et donc tout ça, j'essaie de garder un maximum de transparence en fait sur les contraintes et les réussites que je peux avoir et je les partage avec eux. Typiquement, le problème de connexion dans les Dolomites, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mes clients pour dire que ça allait être un peu compliqué de se parler au téléphone pendant ces 2 semaines, parce que du coup, j'avais acheté du crédit Skype, mais je ne pourrais pas l'utiliser. Et donc après, comme je ne suis pas sur place, la communication, justement, elle prend des formes un peu différentes. Avant, elle était très très souvent informelle. J'allais chez mon client, on se voyait, on prenait le café, et puis il y avait des choses qui émergeaient à ce moment-là, et c'était réglé en fait, on s'était dit tout ce qu'il fallait. Maintenant, il faut forcer un petit peu ça pour faire justement émerger tous les éléments importants du quotidien, et il doit rester quasiment toujours en fait une trace de ces échanges pour être bien sûr qu'on s'est mis d'accord sur les bonnes choses. Donc du coup, j'essaie de préparer au maximum les échanges que je vais avoir avec eux, pour que ce soit constructif et efficace. Donc tout ça, ça passe par des comptes rendus. J'essaye de reformuler au maximum tout ce que j'ai compris et je le renvoie, on essaye de bien échanger pour être sûr que oui, on s'est bien mis d'accord sur la bonne chose et qu'on est sur la même longueur d'onde. Je communique aussi beaucoup plus sur la partie technique avec eux, J'ai appris que même s'ils n'y comprennent pas grand-chose, du coup, déjà, ça leur permet de comprendre un peu mieux. Mais surtout, ils ont moins tendance à avoir une boîte noire dans laquelle ils ont du mal à croire et qui, quand elle explose, du coup, ils sont complètement perdus, en fait. Du coup, je leur explique un peu les contraintes, les problématiques que je peux avoir. Et même dans mon quotidien, du coup, quand je vais leur livrer quelque chose, je leur présente aussi les éléments techniques qui vont avec. Du coup, eux montent un petit peu en compétence sur tous ces aspects. Et ça permet que tout le monde est un peu plus au courant de comment ça fonctionne. Les retours sur les tests, l'état du projet aussi sont toujours visibles, et ça permet vraiment en fait, aux clients de sentir la température du projet sur le moment. La simplicité, c'est super important pour moi. Après, du coup, simple, ça ne veut pas dire forcément que c'est facile. Donc moi, en fait, j'essaye de simplifier au maximum tout ce que je vais faire, tout ce que je dois appliquer avec eux, avec moi, dans mon quotidien, en fait. Et si quelque chose devient trop compliqué, je me demande, en fait, est-ce que je vais réussir à pouvoir le gérer dans le temps? Si une tâche, elle devient récurrente,
comment je pourrais travailler pour l'automatiser. Et du coup, j'essaye un peu de faire du ménage comme ça de temps en temps sur les choses de mon quotidien que je n'imaginais pas en fait que je les faisais avant. Le fait de me poser ces questions-là, ça me permet de me dire, ah ben oui, mais en fait, ce truc-là que je fais tous les matins, c'est un peu dangereux de le faire comme ça, quoi. Donc du coup, j'essaie de trouver une autre façon de le faire de façon un petit peu plus fiable dans le temps. Donc je m'appuie sur des outils en ligne pour centraliser toutes les informations importantes et pour partager et garder la pérennité des projets. Comme je travaille souvent seul, j'essaye d'avoir les idées le plus au clair possible sur ce que je dois faire. Donc pour ça, j'utilise le plus possible aussi les outils d'intégration continue, et ça me permet de connaître l'état du projet, et surtout, ça permet de tester automatiquement, en fait, tous ces trucs, sans que moi, j'ai besoin de m'en préoccuper. Et ça permet de me retirer un petit peu de la tête des choses que je sais que le niveau de qualité, finalement, respecte certains standards, parce qu'ils sont appliqués automatiquement, en fait. Je m'attache à ce que les tests soient toujours exécutés dans l'environnement le plus simple possible aussi. J'utilise Docker pour ça. Comme ça, en cas de problème, je peux réexécuter dans le même contexte, sans problème, et avoir une bonne vision bien pragmatique en fait, de la solution apportée. Ce n'est pas un truc bizarre, le client qui a testé, qui se rend compte que sur la plateforme, quand je tape cette URL, ça fait un comportement complètement aléatoire. Non, du coup, les tests, ils passent comme ça, dans cet environnement. Donc, du coup, on a un contexte bien figé, bien bloqué, qui permet de tester de façon un petit peu plus sûre. Quand c'est possible, j'essaie de mettre en place du déploiement continu. Alors ça, c'est un peu récent, mais je le fais de plus en plus. Donc sur la plateforme de dev, tout est automatique. Et ça permet de valider le code en live sur un environnement du coup proche de la production. Et après, j'essaye que le déploiement se passe en un clic, en fait. Donc pour ça, j'utilise GitLab CI, qui est vraiment, moi, ça m'aide en fait à intégrer toutes ces étapes, du coup, sur les projets de mes clients. Je scripte aussi toutes les installations serveurs, les sauvegardes, et ça permet de remonter du coup les machines de manière un petit peu plus fiable qu'avant, où quand un client revient vers moi après 6 mois en me disant qu'il a oublié de renouveler sa machine sur AWS ou autre, et qu'elle a disparu, que je ne sois pas un peu en panique parce que je ne me rappelle plus de la version que j'avais utilisée et que du coup, quand je réinstalle, ça ne fonctionne pas en fait. L'avantage de tout ça, c'est aussi que quand je livre en fait le projet, le client il est autonome pour le prendre en main une fois qu'il a été formé en fait, sur tous ces outils, c'est-à-dire qu'il a toutes les briques qui lui permettent d'avoir une vision bien complète de ce qui a été produit. Et donc justement, ces outils, dans mon quotidien, j'utilise pas mal d'outils pour m'aider en fait, à avoir les idées claires et à travailler correctement. Et ça me permet en fait, d'avoir des échanges fluides, de centraliser toutes les infos et de rendre le client autonome. En fait, ce que je disais au début, c'est que je travaille depuis 2011. Et donc, depuis 2011, je les accompagne de mieux en mieux à utiliser tous ces outils. Donc, c'est pas... Ils ne sont pas venus à me dire « Ah ouais, c'est super GitHub ou GitLab, j'ai trop envie de créer des issues. » Non, ça n'est jamais passé comme ça. C'est au bout de 3 ans que je leur dise « Non, mais ce serait vraiment bien qu'au lieu de m'envoyer un mail, tu crées un rapport. » Qu'ils se sont rendus compte, en fait, que quand ils le faisaient, ça fluidifiait vraiment la communication, que c'était vraiment plus efficace après pour le suivi et l'historique, et que du coup, à force de voir les bénéfices, ils ont fini par s'y mettre. Donc ces outils, c'est des outils sur le web, et ils me permettent de travailler à peu près de n'importe où dès que j'ai un accès à Internet, et même en mode déconnecté, du coup, quand c'est nécessaire. Donc typiquement, la gestion du code. Les plateformes de gestion de code, aujourd'hui, c'est un indispensable, j'imagine pour pas mal d'entre vous aussi, ça me permet de centraliser du coup toute la vie du projet. J'écris dans le wiki la doc un petit peu de fonctionnement, je vais avoir les scripts d'installation de la machine qui me permettent de documenter aussi l'installation du serveur. Tout se retrouve en fait sur ces plateformes. Et du coup, vu qu'ils sont de plus en plus tournés vers la collaboration, tout ce qui est pull, merge request, commentaires, du coup, mes clients les utilisent aussi. Donc ça permet d'avoir un vrai écosystème en fait, dans lequel le projet va évoluer à son rythme, et qui centralise toutes ces informations. Je mets toujours en place une chaîne d'intégration continue, même sur des petits projets, même si c'est que du code sniffing, j'essaye vraiment de m'attacher à toujours le mettre en place. Et du coup, je m'appuie principalement sur GitLab CI pour faire ça, parce que c'est totalement intégré à GitLab, et j'utilise GitLab dans mon quotidien. Cette solution, elle répond aujourd'hui à tous mes besoins, et du coup, c'est simple. Donc voilà, peut-être qu'un jour, je serai amené à utiliser autre chose, mais pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Pour autant, j'utilise aussi d'autres outils quand on va travailler sur des projets open source, mais ça, c'est autre chose. Donc, tous les traitements qui sont exécutés pendant cette séquence, du coup, ils vont permettre de garantir un petit peu l'intégrité du projet
Donc ce que je dis toujours quand je fais mes formations, c'est que l'objectif, c'est pas d'avoir une couverture de code à 100%, c'est pas d'avoir vraiment une vision hyper fiable au taquet, c'est plutôt d'en avoir déjà une et de la faire progresser avec le temps pour qu'elle se fiabilise en fait de mieux en mieux et réussir à la fin à être hyper serein sur ce qu'on a produit. J'utilise aussi des serveurs. Voilà, ça, je pense que c'est pas un secret pour personne. Quand on travaille sur le web, on est obligé de passer par de l'infrastructure. Et donc après, j'utilise des machines sur le cloud pour pouvoir avoir des serveurs très vite, pour pas très cher. Et ça me permet de monter tous mes environnements de développement, de test. Je ne suis pas forcément un spécialiste sur cette partie. Après, quand il y a besoin de rentrer un peu plus dans le détail ou que l'infrastructure du projet est plus complexe, je fais appel à des vrais sysadmins qui ont les bonnes compétences pour ça, parce que j'ai conscience que ça peut vraiment devenir compliqué et je préfère qu'on parte du bon pied dès le début du projet. Au niveau de mon quotidien, j'utilise une application qui s'appelle Todoist. Et ça joue un peu le rôle d'un deuxième cerveau pour moi. Dès que je pense à un truc, quand je suis dans la voiture, quand je suis, je sais pas, n'importe où, en fait, du coup, je vais le rajouter dedans. Comme ça permet de ne pas zapper, et ça permet de sortir de ma tête tous ces trucs auxquels je pense. Et ça centralise, du coup, toutes les actions. Après, je peux les organiser, et puis c'est un système de gestion de tâches simple. Quand je les finis, je coche, c'est fini, ça disparaît, c'est super. Avant de voyager, pour faire ça, j'utilisais des post-it. Du coup, balader des post-it dans ma valise, c'était pas l'idéal. Donc j'ai trouvé un petit outil en ligne. Donc après, c'est multiplateforme. Donc c'est pratique parce que je l'ai sur mon téléphone, sur mon ordi, et je l'ai toujours sous la main en fait. Donc c'est simple et ça va bien. Pour tout ce qui est scripting d'installation et de maintenance des serveurs, du coup j'utilise Ansible aussi. Ça, j'ai commencé à l'utiliser en début 2017. J'ai travaillé sur un projet assez complexe avec un DevOps qui me l'a présenté. Et donc c'est assez récent, mais du coup, depuis que j'utilise ça, maintenant, je le mets partout, parce que ça me permet vraiment de documenter en fait l'installation du serveur. Et ça, c'est pour moi le plus important, c'est pas de les avoir, ces scripts, c'est que ça documente l'installation. Je sais que j'ai besoin que les fichiers soient à cet endroit-là, qu'il y ait telle version, qu'il y ait... Voilà, tout est packagé en fait pour que je veux remonter mon appli, je le lance et ça tourne. Donc maintenant, j'ai plus trop de serveurs qui tombent avec un long délai de remise en route. En tout cas, ça ne dépend plus de ce genre de problème s'il y a un long délai de remise en route. Alors, ça c'est un autre gros sujet, c'est que du coup, quand on se déplace beaucoup, il y a des nouvelles questions qui émergent par rapport à la sécurité. Parce que du coup, j'ai plus mon bureau qui est sécurisé, j'ai un bureau un peu à plein d'endroits, et donc du coup, la sécurité, elle ne doit pas venir juste de mon réseau Wi-Fi qui a une super clé bien protégée, quoi. J'ai aussi plusieurs clients qui utilisent un blocage par IP pour que je puisse faire mes déploiements. Mais du coup, j'ai été obligé de contourner ce genre de problème. Donc après, c'est d'autres petites contraintes en fait, qu'on n'a pas forcément pensé, mais quand on se déplace, on est confronté à ça, et du coup, il faut un petit peu s'adapter. Donc en plus de ça, je me suis fait voler mon téléphone, en fait. Quand on était en Sicile, en juin 2016, du coup, on était sorti de la voiture pour aller à la plage, et quand on est revenu, la vitre côté conducteur a été explosée, parce que forcément, j'avais laissé mon téléphone et mon portefeuille dans le vide-poche en plein milieu, enfin... Je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça, mais du coup, j'ai retrouvé mes papiers parce qu'ils avaient pris le temps de me les jeter sur le côté, donc ça, j'étais plutôt content. Mais vu que j'ai plus de téléphone, j'ai pas mal de problèmes en fait qui sont apparus, quoi. Tout ce qui est double authentification, j'ai réussi par miracle à récupérer tout ça et à les désactiver, mais potentiellement, j'aurais pu perdre l'accès à mon compte GitHub ce jour-là. Ça aurait été un vrai problème pour moi, en fait. Les photos du voyage aussi qui étaient sur mon téléphone, tout ça. Donc, maintenant, je suis un petit peu au point du coup sur les solutions qui permettent de récupérer des données à partir d'une sauvegarde d'iPhone. Et ça marche bien, j'ai récupéré mes photos. Mais après, du coup, cette expérience, elle m'a appris en fait à me poser d'autres questions, à avoir, du coup, à fiabiliser un petit peu sur toute cette partie sécurité pour limiter la casse en cas de coup dur en fait. Et du coup, j'ai travaillé sur à peu près 5 actions, 5 piliers différents pour ça. Donc, sur le web, je dois avoir accès aux serveurs. Donc, il faut toujours que j'ai accès à ce serveur, en fait, à ces serveurs, les serveurs de mes clients, mes serveurs à moi. Donc, j'utilise énormément SSH pour ça. Et du coup, avec SSH, j'utilise le système de clés publiques privées. Ces clés, elles ne doivent pas être que sur mon ordi. Elles sont distribuées à plusieurs endroits pour, si jamais j'ai un problème, pouvoir continuer d'accéder à ces machines. J'utilise aussi un serveur un peu particulier qui me permet de servir de pont en fait, quand je me connecte sur le serveur de mes clients, grâce à la technique du Forward Agent qui est intégrée dans le client SSH.
le serveur SSH, pardon. Du coup, ça me permet en fait de me connecter de n'importe où sur cette machine-là, et après d'accéder aux environnements de mes clients à partir de cette machine-là. Donc du coup, plus de problème de restriction d'IP, et voilà, tout le monde est content. Savoir qui est qui, c'est pareil. Le fait que je me sois fait voler mon téléphone, après, les gens pouvaient se faire passer pour moi, entre guillemets, hein, si jamais j'utilisais les applications qui étaient installées dessus. Alors, dans l'absolu, ils n'ont pas réussi à déverrouiller le truc, parce qu'il y avait un mot de passe, enfin, j'imagine, j'espère, qu'ils n'ont pas réussi à faire grand-chose. J'ai pas eu de problème suite à ça, mais du coup, garantir, en fait, l'authenticité des messages, des logiciels, du coup, tout ce qui va avec, ça m'a paru beaucoup plus important qu'avant, en fait. Du coup, j'ai découvert le GPG, que je n'utilisais pas avant. J'ai installé ça sur mon Mac. C'est complètement transparent. Et puis, du coup, maintenant, je peux signer mes mails, je peux signer mes commits, je peux signer à peu près tout ce que je veux. Et une fois que c'est signé, on est sûr que c'est moi, en fait. J'utilise aussi un gestionnaire de mots de passe. Je ne l'utilisais pas avant. Bon, maintenant, je le mets partout tout le temps. J'ai choisi d'utiliser LastPass parce que c'était une solution qui était assez facile, qui se mettait partout. Et ça me permet, en plus des mots de passe, en fait, de crypter et stocker pas mal d'informations complémentaires, quoi. Typiquement, je vous parlais des clés SSH tout à l'heure, mes clés SSH sont dans mon coffre LastPass. Et du coup, je me suis rendu compte que d'utiliser ce type d'outil, c'était vraiment vital, hein. Je ne sais pas si vous connaissez le site Have I Been Pwned. Du coup, je me suis rendu compte que je faisais partie de plusieurs brèches en fait, de données. Donc c'est pareil, ça, plus le vol de téléphone, plus pas mal d'autres choses. Du coup, je me suis dit, mes mots de passe, maintenant, ils sont uniques, ils sont générés, ils font 84 caractères complètement impossible de se rappeler. Et du coup, c'est LastPass qui va s'en souvenir pour moi. Donc maintenant, j'ai plus de fichier password.txt en fait, en clair sur mon bureau. Donc, ça, c'est une grande avancée dans la sécurité. Et j'ai plus non plus de post-it en fait, qui traînent sur mon bureau toujours, avec les mots de passe de mes clients. J'utilise la double authentification, je parlais tout à l'heure des applications sur le téléphone, mais pour ça, je n'utilise pas la double authentification par application, en fait. J'utilise une YubiKey, qui est une petite clé USB, là, il y a une petite image en haut, à côté du titre. Je ne sais pas si vous connaissez ces devices, mais ça permet en fait de générer des mots de passe temporaires qui sont validés. En fait, ils jouent exactement le même rôle qu'une application Authenticator, sauf que c'est sur un device séparé. Donc si je me fais voler mon téléphone, mon ordi, potentiellement, j'ai quand même toujours cette clé-là quelque part qui me permet de continuer d'accéder en fait, à toutes ces informations. Et donc en plus, ça se base sur un standard un peu ouvert, le U2F, qui du coup a peut-être vocation à aider à développer ce genre de pratiques sur le web. La sauvegarde, forcément, ça vient un petit peu avec tout ça. Quand je mets en place les environnements pour mes clients, il faut qu'il y ait de la sauvegarde. Et en plus de ça, en tant qu'indépendant, en fait, je gère deux types de sauvegardes. J'ai les sauvegardes techniques du coup, de mes clients, de mes projets, et j'ai toutes les sauvegardes administratives. Je dois garantir en fait, l'intégrité de certains types de documents, toutes mes factures, tous mes documents comptables. Et ça, je dois le faire de façon hyper sûre, quoi. Si je perds ça, je suis vraiment très mal. Et donc, du coup, je sauvegarde tous ces fichiers en fait, à plusieurs endroits. Ça permet de limiter la casse. Et du coup, j'utilise un système en ligne qui s'appelle Ubique. Il y a le petit logo avec un H à côté du titre. C'est pas parfait, mais ça fonctionne bien. Ça fait de la sauvegarde en arrière-plan de tous mes fichiers sur un espace en ligne. Et j'utilise aussi un système local qui s'appelle ResilioSync. Et ça, c'est un outil qui permet de faire des sauvegardes en fait, en peer-to-peer. Donc, en gros, on déclare des nœuds et ça copie, ça synchronise les fichiers sur les nœuds. Et donc, c'est pareil, ça se passe tout seul. Je ne suis pas obligé de m'en préoccuper dans mon quotidien, mais mes fichiers sont distribués automatiquement à plusieurs endroits. Une personne, quand j'ai fait cette présentation à Lyon, il n'y a pas très longtemps, m'a dit « Est-ce que si jamais un fichier était corrompu, ton système continuerait de fonctionner ?» Aujourd'hui, je ne pense pas, mais je travaille du coup à me remettre en question, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour continuer d'avancer et faire évoluer toutes ces solutions pour qu'elles soient de plus en plus fiables, en fait. Donc après tout ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Il a fallu pas mal de temps et de recherche, beaucoup d'énergie en fait, pour même réussir à travailler différemment, que ce soit avec mes clients, même juste dans mon quotidien. En fait, j'ai dû intégrer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que je fais un travail qui me plaît beaucoup dans un cadre qui est vraiment super. Mais bon, même si on peut faire du télétravail dans presque n'importe quel domaine, tout le monde ne peut pas télétravailler. Ça, j'en ai bien conscience, c'est pas adapté à toutes les personnes. Il y en a qui ont besoin d'être dans un cadre différent.
Pour autant, c'est possible d'agir maintenant si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a moyen de faire des petits pas qui vont permettre d'avancer et de voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, quoi. Typiquement, on est parti quelques jours en montagne avec les enfants et juste une tente. Du coup, on apprend à mieux se connaître, parce que la proximité aide à mieux se connaître. Et après, du coup, on retire un petit peu toutes les craintes du on ne sait pas trop où on va dormir. Du coup, on dort là où on est avec notre tente, c'est super. On s'est aussi rendu compte que partir pendant un mois à l'étranger, même si vous partez en vacances, le fait d'y rester un mois, ça ouvre en fait une autre vision sur le métier et sur le voyage. On s'est rendu compte qu'il y avait au bout de 3 semaines en fait un cap un peu nostalgique ouais, c'est super le voyage, on est trop content. Au bout de 3 semaines, on a un petit peu passé ce cap, on est ouais, mais en fait c'était pas mal quand même la France et tout. Et une fois qu'on a passé ce cap, en fait, on voit le voyage assez différemment. Et donc pour finir, vous avez investi 20 ans de votre vie à l'école. Ça c'est vrai pour pas mal de monde. C'est finalement pas un si grand investissement d'essayer de prendre 2 ans, en tout cas pour ma part, et de travailler différemment. Ce sera beaucoup plus formateur. Même si je devais arrêter aujourd'hui, j'ai appris tellement de choses pendant ces 2 ans, tellement de façons de voir les choses différentes, que j'en retirerai toujours énormément de choses, en fait. Donc ça, c'est la dernière slide. J'ai une petite note avant de passer aux questions, même si je viens de dépasser de 50 secondes le temps. J'ai créé du coup une formation en présentiel pour accompagner les équipes et les entreprises à intégrer toutes ces bonnes pratiques. J'en parlais dans ma présentation au début. Et cette formation, en fait, je suis en train de l'aménager pour la dispenser en ligne, en fait. Donc si vous êtes intéressé ou curieux de voir un peu ce que je peux faire pour ça, vous avez quelques minutes, vous pouvez vous rendre à cette URL-là pour répondre. Il y a quelques petites questions pour essayer de proposer du coup la meilleure expérience sur cette formation en ligne. Voilà, j'ai fini, merci. Bonjour, merci. Je voulais te demander, tu n'as pas beaucoup parlé un peu de l'aspect financier de tout ça, parce que tu disais que tu vivais 2 semaines à l'hôtel, ce genre de choses. Est-ce que tu as dû prévoir beaucoup à l'avance, faire des économies, ou faire, je ne sais pas en fait, vraiment si c'est difficile à gérer ou pas au quotidien? En fait, c'est marrant, c'est qu'on n'a pas dépensé plus d'argent en 2 ans qu'on l'aurait fait si on était resté en France. Voilà. On a mis un petit peu d'argent de côté, c'est ce qui nous a permis de partir pendant les 2 mois et demi sereinement en se disant bon, si il nous arrive un truc, on aura toujours ça. On n'a pas tapé dedans en 2 ans. C'est aussi pour ça qu'on a continué et que pour l'instant ça va bien. Donc on était aussi étonnés que toi, j'imagine, de découvrir ça. Après, pour autant, voilà, on ne va pas aller à l'hôtel, on va louer des apparts sur assez longtemps. Et donc du coup, voilà, on a des prix qui ne sont pas celui d'une semaine de vacances non plus. Et donc après, aussi, quand on est à l'étranger, on ne va pas avoir les mêmes dépenses que quand on est en France. Et on s'est rendu compte que ça s'équilibre, en fait. On fait d'autres choses qui coûtent la même chose que quand on est en France, en fait. Voilà. C'est peut-être notre façon de vivre aussi qui fait ça, mais du coup... Hello, tu as parlé de comment tu as géré pour les enfants déscolarisés pour pouvoir justement partir avec eux. Ouais. Et comment ça se passe pour ta femme? Est-ce qu'elle est freelance aussi en télétravail ou comment ça se passe? Alors, elle était freelance en fait avant qu'on choisisse de faire ça. Et je dis bien choisir parce que du coup, elle a choisi d'arrêter son activité pour pouvoir faire l'école à la maison des enfants. Donc après, c'était un choix qui nous permet de vivre ça. Si elle ne l'avait pas fait, on ne pourrait pas, quoi. Ce serait impossible à gérer. Ça demande quand même énormément d'énergie de préparer toutes les ressources pour les accompagner en fait, dans le quotidien de l'école à la maison, quoi. Bonjour, dans les projets que tu décris, tu sembles être le seul ou l'un des seuls développeurs. Comment tu fais pour travailler avec, et collaborer avec une équipe nombreuse de développeurs? Alors, travailler avec une équipe nombreuse, en fait, ma position elle est un peu particulière du coup, parce que je suis consultant, donc quand j'interviens, je ne suis pas quelqu'un qu'on va intégrer dans l'équipe comme un dev et qui va travailler du coup avec les autres devs. Pour autant, ça m'arrive de collaborer avec des gens.
Du coup, j'accompagne même les entreprises, les équipes à intégrer du coup des pratiques, conseiller sur de l'architecture. Tout ça, en fait, c'est des choses que je fais, mais en fait, c'est mon métier qui m'amène à pas travailler comme ça pour des clients directs. À côté de ça, c'est pour ça que j'essaye de faire le plus possible d'open source. Du coup, des équipes, j'en suis confronté à de différentes tailles pour ça. J'essaye d'échanger avec le plus de personnes possible pour du coup être confronté à tous ces gens-là différemment. Pas dans mon métier du coup direct, mais dans cette partie plus open source en fait. Ok. Merci à tous.